Et notre invité ce midi, c'est la présidente du MEDEF-NC, Mime Sidélé. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, un climat plutôt morose en cette déjà fin d'année 2023. Quelle est la principale préoccupation ou la principale inquiétude du MEDEF et des chefs d'entreprise calédoniens? Alors, la liste est longue, hein. C'est l'incertitude institutionnelle, c'est la crise économique, c'est la réforme de la fiscalité, c'est la réforme du ROAM, c'est la crise de la filière nickel et on pourrait en rajouter d'autres. Qu'est-ce qui vous préoccupe vraiment aujourd'hui? Écoutez, j'ai envie de dire qu'on est sur tous les fronts. Tout ce que vous avez cité, ça constitue des préoccupations majeures des chefs d'entreprise qui pourtant appellent depuis longtemps de leur vœu une clarté, une clarification de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et des règles du jeu en matière économique. Une relance, évidemment, économique. Et aujourd'hui, on ne parle absolument pas de ça et surtout pas de ça, j'ai envie de dire. Et au contraire, nous sentons plutôt accablés par les différentes mesures mises en œuvre. Et on peut rajouter à tout ça l'exode, ou en tout cas le départ d'un certain nombre de Calédoniens, qui est à la fois une conséquence, mais aussi une inquiétude, et qui a des conséquences pour le coup sur la vie économique. Mais absolument, et on le dit depuis le début, tout est lié, et nous devons préserver notre compétitivité, notre attractivité. Un territoire comme le nôtre, avec notre niveau de protection sociale, ne peut pas se permettre de faire fuir ses contributeurs, que ce soit fiscaux, salariés, etc. Toutes catégories sociales confondues d'ailleurs, car tout le monde s'en va. Alors, qu'est-ce que vous pensez, je sens, qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce que vous pensez des discussions sur l'avenir institutionnel? C'est en cours, on attend le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer à la fin du mois. On sait que le monde économique et social, et notamment au travers de NCECO, souhaitait y être associé, y participer. Vous aviez fait des propositions. On en est où? Vous avez été entendu, vous avez été écouté ou pas du tout? Oui, à la lecture du document Martyr, qui nous a été également communiqué, on retrouve un certain nombre de propositions qui avaient été faites par la société civile dans les consultations de l'État, et on s'en félicite. Néanmoins, on a encore un certain nombre de questions sur l'organisation institutionnelle, et notamment la répartition des compétences au niveau des différentes institutions. J'entends les compétences à portée économique, puisque c'est celles qui nous intéressent au premier chef. Donc on va faire également un retour à l'État sur ce document, en posant les questions qui nous restent et en faisant éventuellement des recommandations additionnelles. Donc vous êtes vraiment associé à ces discussions, c'est une satisfaction quand même. Écoutez, oui, je crois que nous y sommes, puisque les discussions, donc les différentes chambres ont été incluses aux premières réunions à Paris l'année dernière. On comprend tout à fait que le calendrier est maintenant extrêmement politique, chacun peut le comprendre. Toutefois, je pense qu'il n'est pas interdit de contribuer et d'y participer, et ensuite, évidemment, en faisant confiance à nos élus pour trouver les bonnes solutions. Et c'est quoi les éléments sur lesquels vous serez particulièrement attentif dans ce projet de statut ou dans la révision constitutionnelle? Écoutez, c'est déjà évidemment la possibilité pour chacun, en tout cas dans un durée à déterminer, de pouvoir exercer son droit de vote. Un investisseur, c'est quelqu'un qui engage sur le long terme des fonds en Nouvelle-Calédonie, et il semble naturel, en tout cas pour parler des entrepreneurs, mais que qu'ils puissent également s'exprimer par leur vote, tout simplement, et exercer pleinement leur citoyenneté. D'autres critères, c'est évidemment l'exercice des compétences et la simplification, finalement, de notre fonctionnement institutionnel dans une logique de performance économique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas optimisées, qui coûtent extrêmement cher du fait de notre organisation actuelle et qui pèsent à la fois sur nos finances publiques, mais aussi, du coup, sur la fiscalité du territoire. On va y revenir après. Et ça nous semble fondamental de prendre les bonnes décisions d'un point de vue institutionnel. Alors, il y a effectivement de gros dossiers économiques également sur lesquels j'aimerais vous entendre. C'est un peu toujours les mêmes, malheureusement, depuis des mois, notamment la réforme du ROAM qui revient ces derniers jours sur le devant de la scène. Alors, on en connaît les grandes lignes. On sait qu'il y avait eu de fortes oppositions quand la proposition de loi du pays de Mila Kulotokumuli avait été proposée. Il y a eu des manifestations énormes dans les rues. Vous y étiez opposé à cette réforme il y a 8 mois. Est-ce que vous y êtes toujours ? Oui, écoutez, le problème de cette réforme, si on pouvait être d'accord sur l'objectif qui est de sauver le RUAM, on est tous d'accord sur le fait qu'il y a un problème financier de financement de notre régime d'assurance maladie, c'était que la réforme proposée faisait tout peser en réalité sur les travailleurs indépendants, près de 4,5 milliards de prélèvements additionnels. Je rappelle que les travailleurs indépendants en Nouvelle-Calédonie sont, pour leur immense majorité, des travailleurs indépendants très mal rémunérés. 50% ne touchent pas le salaire minimum, ça il faut le dire aux Calédoniens, et 70% touchent moins de 2 SMG. Donc ça n'est pas une population qui vit de façon grandiose, c'est des gens qui aujourd'hui vivent des difficultés financières
profonde, et c'est pour ça que la mobilisation d'ailleurs du mois de mars a été aussi large. Nous nous sommes engagés au sein d'une commission spéciale qui a fait l'objet d'un consensus au niveau du Congrès, qui a été créé par une délibération du Congrès, ce qui n'est pas rien. Et c'était une réponse d'ailleurs aux manifestations. C'est un peu ce qui a mis fin à la crise à l'époque, la création de cette Absolument, commission. on s'est tous inscrits dans une volonté de débat beaucoup plus nourri. La commission spéciale s'est réunie à de nombreuses reprises. Des propositions ont été mises sur la table comme c'était prévu. Mais aujourd'hui, on a la surprise immense, j'ai envie de dire, de voir que le Congrès est appelé en session extraordinaire et publique mercredi prochain pour débattre d'un seul texte. C'est celui, finalement, qui a fait opposition au mois de mars. Ça veut dire que vous avez eu les réunions de cette commission spéciale de la vie chère, vous y étiez associé d'ailleurs, et ça n'a servi à rien. Je ne peux pas dire ça, puisque justement, les débats ont été nourris. Nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est cet arrêt brutal du débat, alors même que des propositions de financement très concrètes sont sur la table, que des avancées sont faites de part et d'autre pour arriver à une solution consensuelle qui, de l'avis, je pense, général, serait la meilleure solution pour ce sujet extrêmement important qui va toucher l'ensemble des Calédoniens. Et là, aujourd'hui, on a l'impression que le débat est volé, tout simplement, j'ai pas d'autres mots, par cette session extraordinaire qui court-circuite la commission spéciale qui travaillait. Alors on peut dire que ça ne va pas suffisamment vite, mais je rappelle qu'on avait jusqu'au 31 décembre pour aboutir et que, à mon sens et au sens d'Agissons Solidaires, les travaux se poursuivent de façon constructive. Mais alors c'est dû à quoi selon vous cette accélération? Est-ce que c'est lié, on pense forcément à une volonté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de répondre à la pression que lui met l'État qui a posé des conditions à l'aide financière exceptionnelle. Est-ce que c'est ça qui explique cette précipitation aujourd'hui? Écoutez, nous, on n'explique pas et on n'a pas les raisons exactes de la mise en place de cette session mercredi. Si le calendrier a changé d'une façon ou d'une autre, il aurait fallu déjà cette séance. Et puis par ailleurs, pourquoi changer un calendrier qui a fait consensus? Est-ce qu'on est véritablement à 2 mois près aujourd'hui, alors même que cette réforme est encore une fois extrêmement importante? Je ne mets pas de responsabilité sur les uns et les autres. Je sais juste qu'effectivement, c'est le gouvernement qui a demandé, et le président du gouvernement qui a demandé que ce sujet soit mis à l'ordre du jour. Mais encore une fois, aujourd'hui, nous manifestons notre opposition ferme et notre incompréhension à la tenue de ce débat mercredi, alors même que la commission spéciale n'a pas fini ses travaux. Vous avez demandé officiellement le retrait de l'ordre du jour au président du gouvernement? Absolument, nous avons demandé le retrait, oui. Et pour l'instant, vous n'avez pas encore pas de réponse particulière. Vous-même, quelles sont les solutions alternatives, les solutions que vous proposez, puisque vous aviez effectivement fait des propositions lors des réunions de cette commission spéciale? Écoutez, les solutions, elles sont de 3 ordres. Elles sont la réduction des dépenses, on l'a toujours dit. D'ailleurs, des vœux ont été émis en commission spéciale sur le sujet, qui ont été rendus publics. Donc, il y a un certain nombre de solutions sur la baisse des dépenses. Et je pense que ce point-là, il est extrêmement important pour les Calédoniens, à qui on ne peut pas demander systématiquement de payer plus, alors même qu'on est dans l'incapacité de contrôler l'envolée des dépenses de santé. Donc, pour nous, ce volet réduction des dépenses est très important. Le deuxième point, c'est pour ne pas faire peser toute la charge de ce financement, c'était de la répartir mieux. Donc, par une partie fiscale, mais aussi par une hausse, et ça, on avait été très clair des cotisations, mais en prenant en compte la situation financière des personnes concernées, et de façon à ce que ces hausses, elles soient soutenables. Donc, je dirais que le débat, il s'articule sur ces 3 axes: baisse des dépenses, fiscalité et hausse des cotisations, mais dans le respect des possibilités de chacun, et c'est comme ça que nous espérons avancer. Et il y a des élus qui soutiennent les propositions que vous les faites conjointement, ou c'est la société civile d'un côté, les élus de l'autre? Non, moi j'ai le sentiment que les discussions avancent, qu'elles avancent de façon constructive. On attend malgré tout des dépôts de textes maintenant. C'est vrai que d'un point de vue purement réglementaire, il manque sur la table du Congrès des textes maintenant qui matérialisent les pistes dont je viens de parler. Et c'est, je l'espère, le travail que nous aurons à mener dans les semaines qui viennent au sein de la commission spéciale. Alors on imagine le pire, le texte est inchangé, il est présenté mercredi le 18 octobre au Congrès en séance publique.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos moyens de pression? Écoutez, je crois que de toute façon, si cette séance publique se tient mercredi, il y aura très vraisemblablement un appel à la mobilisation. À un moment, on ne peut pas, d'un côté, nous indiquer que les règles du jeu sont au sein d'une commission spéciale négociées, que les travaux ont lieu. Je veux dire, si on avait fait de l'obstruction, rien proposé, jouer la montre, mais ça n'est pas le cas. Les travaux ont eu lieu. Aujourd'hui, on ne comprend pas en fait cette séance de mercredi. On a besoin de plus de temps pour avancer. Nous voulons trouver une solution pour le RUAM, mais à un moment, nous sommes responsables vis-à-vis de toutes les personnes qui ont manifesté en mars. Et à un moment donné, si cette séance se tient en dépit de tout ce que je viens de vous dire, eh bien oui, il va nous rester la possibilité de nous exprimer dans la rue avec les Calédoniens qui le souhaitent. Ce que vous aviez fait en février dernier avec les rouleurs, les autres, enfin l'ensemble des chambres consulaires, c'est une mobilisation de ce type-là qui pourrait se revoir le jour aujourd'hui? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, le mécontentement, il est relativement large pour différentes raisons. Vous les avez évoquées en introduction. Les Calédoniens souffrent. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à finir leur fin de mois. Là, on parle d'accroître systématiquement la pression fiscale ou celle du travail notamment. Et les travailleurs souffrent beaucoup. Je vous rappelle qu'en juin, au passage de la CCS, tout le monde a reçu ces fiches de cotisation qui ont quand même largement augmenté. L'augmentation de la CCS l'année dernière, c'est 6 milliards sur le travail. 6 milliards, Elisabeth, à un moment où les Calédoniens ont les pires difficultés. Donc oui, on est là aussi pour dire, nous entrepreneurs, et puis d'autres, que peut-être il y a d'autres façons d'en sortir. D'ici mercredi, vous attendez quoi? Qu'est-ce qui peut bouger encore? Qu'est-ce qui pourrait faire que la situation se débloque? Nous, on espère déjà que ce soit retiré de l'ordre du jour, très clairement, parce qu'on veut donner la chance au débat, on veut donner la chance à la discussion, on continue d'ailleurs d'échanger, de discuter avec toutes les parties prenantes, mais ça ne peut pas se faire en maintenant la session, à notre sens, de mercredi, ça n'est pas possible. Donc retrait du texte et que la commission spéciale continue à se réunir pour aboutir à un texte consensuel. Absolument. On peut parler du calendrier si nécessaire. On peut même aller plus vite s'il le faut. Mais pas de cette façon-là. Alors, autre sujet d'inquiétude du MEDEF-NC, là directement, c'est la réforme de l'IRPP qui a adopté, enfin, un avant-projet de loi du pays a été adopté par le gouvernement la semaine dernière. Quelles sont les dispositions qui vous inquiètent là aussi? Mais écoutez, là encore une fois, je vais me placer du côté des entrepreneurs et dans le contexte d'un départ quand même assez massif de population depuis quelques années. En Nouvelle-Calédonie, la problématique de l'impôt, elle est essentiellement que finalement peu de gens contribuent à l'impôt. Je rappelle que seuls 58% des Calédoniens en âge de travailler le font, en tout cas de façon déclarée, ce qui fait que, ce qui explique d'ailleurs en partie les problèmes du RUAM, mais pas que. Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu est relativement faible, en effet, en Nouvelle-Calédonie, mais parce que peu de gens le payent, et en tout cas avec des niveaux assez inférieurs. Là, la réforme, elle va toucher un peu tout le monde. Tous les niveaux, tous les contributeurs vont payer plus, 18% en moyenne, ce qui est très important, mais notamment les tranches hautes. Ça, c'est vrai, au-delà et la création notamment d'une tranche à 45%. Qui est-ce qu'on touche avec une tranche à 45%? Et oui, on va toucher des entrepreneurs, on va toucher des professions libérales comme des médecins qu'on peine à retenir, on va toucher des gens qualifiés. Et donc ça, c'est un premier problème d'attractivité, c'est qu'à un moment donné, ça devient extrêmement élevé en termes de pression et que oui, parfois l'herbe est plus verte ailleurs et aujourd'hui c'est le cas pour un grand nombre de professionnels et notamment les professionnels de santé. Le problème majeur, sinon, c'est l'intégration des dividendes au barème de l'IRPP. Moi, je veux quand même rappeler qu'il faut tout prendre en compte, c'est-à-dire que les dividendes, effectivement, c'est le fruit du travail d'un entrepreneur, il prend des risques. Et effectivement, la bonne nouvelle, c'est quand il peut se verser des dividendes. Aujourd'hui, on a un impôt sur les sociétés qui existe déjà, 30%. Plein de pays sont à 20 ou à 25. Bon, nous, on est à 30, voire 35. Une fois que cet impôt est payé, vous allez payer l'IRVM. Ensuite, vous allez payer la CCS en Nouvelle-Calédonie. Et puis ensuite, vous allez payer prochainement l'IRPP. Et puis, vous allez aussi payer le RUAM, parce que ça, c'est nouveau, puisqu'on a réintégré les différences, les dividendes dans l'assiette du RUAM, sachant que le RUAM, on prévoit de l'augmenter, je le rappelle, c'est le projet de l'éveil océanien, jusqu'à 13,5% pour cette tranche de revenus. La CAIS, j'en parle même pas, c'est 3%. Donc là, vous arrivez à plus de 2/3 d'impôt sur le dividende, et le Conseil constitutionnel dit qu'au-delà de 66%, c'est anticonstitutionnel. Là,
on en prend totalement le chemin, au-delà du fait que ça devient confiscatoire, là le terme est totalement objectivé, et que, en gros, la Nouvelle-Calédonie serait un des pays qui taxe le plus les entrepreneurs, sachant que la Polynésie est 20 points en dessous, que Fidji, 0 impôt sur les sociétés. Donc, des fois, on nous prend des exemples dans le Pacifique. Vanuatu, j'en parle même pas. La Nouvelle-Calédonie va devenir le pire endroit où investir. Avec un risque donc de fermeture d'entreprise ou de délocalisation d'entreprise. Bah évidemment, le monde est ce qu'il est. À un moment donné, on est en 2023, tout est mobile, le capital l'est, et c'est pas ce qu'on veut. Mais à un moment donné, on ne comprend pas cette loi. Ce matraquage sur notamment la partie capitale, au moment où la Nouvelle-Calédonie a besoin de relancer son activité et attirer l'investissement. Je rappelle par exemple, un exemple. Les pays qui ont fait le choix de baisser l'impôt sur les sociétés ont vu augmenter le rendement de l'impôt sur les sociétés. C'est le cas de la France, c'est le cas de la Suède, c'est le cas de l'Islande. Nous, on fait grosso modo l'inverse. On dit on taxe davantage en espérant que ça va fonctionner. Eh bien, lors du forum perspective du gouvernement il y a quelques mois, il a été prouvé par Olivier Sudry, qui a été mandaté par le gouvernement, que toutes les augmentations d'impôts de cet ordre se traduiraient par une baisse du rendement de l'impôt. Donc en fait, on ne comprend absolument pas la logique. Alors d'où ça vient? C'est une logique politique plus qu'économique? Il faut, à un moment donné, évidemment, nous avons besoin d'augmenter les impôts. Nous, ce qu'on a dit, et on le dit depuis l'année dernière, c'est que la façon de le faire, ça passe par plusieurs choses. La baisse, déjà, des cotisations sur le travail, en contrepartie d'une hausse des salaires. Ça, c'est le premier point. Et ça, c'est un acte de relance. Parce que nous, ce qu'on pense, c'est que la relance économique va permettre de relancer le rendement de l'impôt. Donc l'idée, c'était celle-ci, augmenter les salaires via la baisse des prélèvements et travailler sur les impôts à assiette large, que sont en effet la TGC et la CCS. Donc, à un moment donné, il y a des solutions qui existent, qui sont beaucoup moins douloureuses d'un point de vue fiscal et qui pourraient permettre... Qui apporteraient des recettes suffisantes. Et bien là, en l'occurrence, et ce projet, pour le coup, a été évalué, il permettait une relance de l'activité de l'ordre de 7%. Et là, vous réenclenchiez une machine positive et une dynamique à la fois d'investissement, de création d'emplois et du coup... de recettes fiscales. Alors, cette réforme de l'IRPP, pour l'instant, c'est un avant-projet de loi du pays. Donc, il y a encore un certain nombre d'allées et venues. Il doit partir au Conseil d'État avant de revenir, de passer en commission, etc. Dans ce laps de temps, vers qui est-ce que vous pouvez vous tourner pour essayer de faire valoir vos arguments? On travaille avec le gouvernement, comme on l'a toujours fait, sur tous les dossiers. Et là, le dialogue existe, ça se passe bien, ça? Le dialogue existe, absolument. Je vous ai parlé du Forum Perspective. Le Forum Perspective reprenait une partie des idées qu'on avait mis sur la table sur la baisse des prélèvements obligatoires l'année dernière. Maintenant, évidemment, le gouvernement a des contraintes financières que chacun peut comprendre, mais nous sommes là pour contribuer à cette réflexion et nous sommes dans une logique de partage et d'échange pour essayer de trouver les solutions les plus pertinentes pour préserver l'économie, encore une fois, fragile de la Nouvelle-Calédonie. Et l'ensemble des organisations patronales parlent de la même voix, les mêmes positions sur ces sujets-là? Oui, absolument, puisque ces positions, elles ont été partagées via NCECO. On en entend un peu moins parler aujourd'hui, mais les fondamentaux sont là et ils ont été co-construits par l'ensemble des représentants du monde économique. Et donc ce dialogue-là, il se fait de façon effectivement concertée. Au-delà de l'impôt lui-même, quelles sont les mesures que vous voudriez voir mettre en place pour faire une espèce de plan de relance de l'économie calédonienne? Le plan de relance, effectivement, il passe, selon nous, par cette approche sur les salaires, malgré tout. Les salaires. Le coût du travail en Nouvelle-Calédonie est extrêmement élevé. Et c'est d'ailleurs, à notre sens, une des raisons pour lesquelles le travail au noir est si développé. Donc, à un moment donné, on considère qu'il va falloir travailler cette question, réduire le coût du travail de façon à renforcer son attractivité, mais via la hausse notamment des bas salaires. Ça a toujours été notre position. Et ça permettrait de relancer l'activité. Les bas salaires, à partir du moment où vous pouvez les revaloriser de cette façon-là, sans toucher de façon trop nette à la compétitivité des entreprises, eh bien, vous relancez la machine économique interne. Et ensuite, il faut attirer des investisseurs. Et là, c'est la politique fiscale qui concerne le capital qui doit être beaucoup plus lisible et beaucoup plus attractive. C'est très clair. D'autres pays en ont eu le courage et tous en ont retiré les fruits. Ça a fonctionné. Alors, beaucoup de gros dossiers, beaucoup d'inquiétudes. Je le disais dès le début, la filière nickel. Alors ça, on le sait, on a beaucoup parlé. Il y a eu le rapport de l'IGF.
aucune de vos 3 usines n'est rentable. Et en plus, on a appris encore récemment que Glencore a annoncé sa décision d'arrêter le financement de KNS fin février 2024. C'est beaucoup d'inquiétude là aussi. Quelle analyse vous en faites et comment est-ce que vous pouvez participer à l'élaboration de cette stratégie nickel qui est en recherche actuellement? Là, déjà, on est vraiment aux côtés de nos adhérents qui travaillent à la fois dans le secteur de la métallurgie ou de l'export de nickel. Ce qui est certain, c'est que rien ne semble bouger alors que tout le monde semble dire que le diagnostic, c'est qu'il faut que les choses bougent. Le code minier en particulier. Alors là, je vais juste préciser des propos qui ont été tenus par le président du gouvernement la semaine dernière. Et il a raison de dire qu'il y a 10 millions de quotas à l'export. On a parlé de l'export comme une façon de donner un peu d'oxygène à notre filière nickel. Et le président de la République, d'ailleurs, en a parlé lors de son discours. Oui, il y a 10 millions de quotas et oui, nous n'en utilisons que la moitié. Mais je veux expliquer les règles du jeu. Les quotas sur le nickel en Nouvelle-Calédonie, ils sont répartis par entreprise. Et ensuite, l'entreprise, elle a une répartition par pays, par client et par teneur. Alors, vous voyez comme c'est simple. C'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie, dans l'univers terrible du nickel, elle a réussi à se créer un code minier d'une complexité effroyable. Et aujourd'hui, sur les 10 millions de quotas qui existent, il y en a 1 million pour l'Ukraine. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas grand-chose qui part. Il y en a 1 million pour une entreprise en Australie qui n'a pas encore été construite, une usine dans le Queensland. Donc déjà, il y a 1 million inexploitable. Le Japon, il y a 3 millions de quotas sur le Japon, mais le Japon s'est effondré, donc ne commande plus rien. Et on dit, donc là, vous avez déjà 5 millions qui ont disparu, donc tant bien que mal, on arrive à exporter les 5 autres, mais à un moment donné, mais libérons ça. Gardons 10 millions si on veut, mais libérons la destination. Le nickel quitte le territoire, mais quel intérêt de savoir où il va? Un client, c'est un client, on vit dans un monde ouvert. On a un niveau d'administration du nickel en Calédonie qui est insoutenable. Il faut refaire le code minier complètement. Enfin, il faut revoir un certain nombre de dispositions du code minier. Au moins celle-là. Il faut juste déverrouiller à court terme et expliquer, bah oui, le Japon, enlevons les restrictions par pays ou par entreprise. Gardons éventuellement à court terme, gardons les montants si l'on veut. Mais laissons les gens travailler. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. L'autre piste de rentabilité, c'est l'énergie, évidemment. Là aussi, c'est forcément un sujet qui va prendre beaucoup de temps. Est-ce qu'on a des pistes pour voir les choses s'améliorer? Oui, alors il y a beaucoup de plans qui sont sur la table. Je pense qu'il y a une véritable volonté. Et de toute façon, c'est la seule solution. Je crois qu'on en est tous extrêmement conscients. Et l'État est prêt à aider, là? Oui, l'État, à partir du moment, et il l'a répété, où tout le monde joue le jeu. Moi, je rappelle quand même qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est les institutions qui sont actionnaires en majorité de la plupart des sites miniers. Il y a des actionnaires privés, vous avez cité Glencore tout à l'heure, mais les institutions sont en majorité. Je rappelle qu'un investisseur, c'est quelqu'un qui peut mettre la main à la poche quand ça va pas, qui peut toucher des dividendes quand ça va bien. Le problème aujourd'hui, c'est que nos actionnaires majoritaires dans la plupart des usines sont les institutions de la Nouvelle-Calédonie. Donc, évidemment, la discussion, elle est un petit peu compliquée parce qu'il va falloir réaliser des investissements majeurs et que, là, on est un petit peu au bout de la logique de prise de participation publique. À un moment, un investisseur, encore une fois, il est là quand ça va, mais il est aussi là quand ça va pas. Alors, tout ne va pas bien. On voit bien beaucoup d'indicateurs au rouge en Nouvelle-Calédonie. Il y a quand même des signes encourageants. Comment trouver un moyen de redonner un peu le moral aux chefs d'entreprise? C'est aussi essentiel dans leur activité. Oui, je pense que la Nouvelle-Calédonie déjà, et il faut le saluer, a un tissu entrepreneurial qui est extrêmement résilient et extrêmement courageux. Moi, je le vois tous les jours autour de moi, des gens qui prennent encore des risques, qui essayent d'y aller. J'en vois qui partent, ça c'est vrai, mais j'en vois aussi beaucoup qui restent et qui veulent que ça marche. La Nouvelle-Calédonie a une jeunesse qui est formidable, très sincèrement. J'ai encore assisté à un concours d'éloquence vendredi du lycée d'Ikukewe. La jeunesse calédonienne, mon Dieu, elle a beaucoup de choses à dire et il faudrait lui donner la parole. Et moi, ça m'a donné beaucoup d'énergie cet après-midi avec les jeunes parce qu'ils sont honnêtement formidables. J'espère sincèrement qu'on va avancer, mais les signaux qu'on reçoit ne sont pas bons. On a un potentiel énorme. On espère juste trouver maintenant des raisons d'y croire. Voilà. Petite lueur d'espoir tout de même. Et puis on attend donc les décisions qui seront prises d'ici mercredi et cette séance publique avec le retrait ou non de ce texte controversé sur le ROAM. Même si elle est présidente du MEDEF-NC, merci d'accepter notre invitation. Merci Elisabeth.